After having defeated Cyril Gane in a 5-round battle during his very last UFC championship, Francis Ngannou will step into the boxing ring for the first time this October 28 at Riyadh in Saudi Arabia against heavyweight champion Tyson Fury. The Predator, as he is commonly referred to, landed in Saudi Arabia this Tuesday, October 10, early enough for the last preparations for one of the most awaited fights of the century. It's such an amazing opportunity to be participating in the global event, international event such as Riyadh season 2023. So I can express my gratitude for the opportunity that has been given to us by His Excellency Mr. Turki Al-Shir. So I'm very excited to be part of it, and it's just an honor. Now my promise for this fight is simple. We are going for war. We are going to give them the best opportunity, the best experience as long as fight. We are taking everything in the ring and going out the ring with nothing. The English boxer Tyson Fury is a lineal and WBC heavyweight champion of the world. He records 34 fights with 33 wins, 1 draw and 0 losses. The Cameroonian champion, on the other hand, feels very comfortable and ready for his first boxing try. Ngannou won 17 of his 20 UFC fights, including 12 by knockout. He prepared for the Riyadh season with the great Mike Tyson in his corner. I believe, I have no doubt, if I connect properly, not like brush him, but connect properly, he's going down. That's not a question. Now, how to get in there, how to break down his defense, and I think that's the most important thing. That's what matters to me, where my focus is at. This fight comes just a few weeks after Cedric Doumbé, another Cameroonian UFC fighter, set a record by knocking out Joseph Zebo after 9 seconds. It seems that Cameroonians are performing very well in combat sports this season. We can only hope that Ngannou keeps the pace. Now I must see À présent, who the countries. Must I stand up? est-ce que je dois me Okay, the tenir vice debout? president stand up as well. Les vice-présidents également vont se tenir debout. So the country that EXCO has voted for Le pays qui a été choisi par le comité exécutif pour AFCON être le pays hôte 2027 de la is CAN 2027 est Le président vient de montrer l'image. Le Kenya a été sélectionné pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations en septembre 2024. Après plusieurs mois d'attente, la Fédération africaine de football a désigné le pays hôte pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. La nouvelle est rendue publique par une note officielle. Comme par le passé, la CAF va se servir du CHAN pour évaluer les installations sportives et infrastructures hôtelières du pays choisi. Un test pour le Kenya, 3 ans après l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le CHAN, une compétition internationale de football en Afrique, organisée par la Fédération africaine de football tous les 2 ans en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les principaux participants à cette compétition sont les joueurs évoluant dans l'un des clubs de leur pays d'origine. Organisé pour la première fois en 2019 en Côte d'Ivoire, le CHAN est devenu un événement très prisé par les fans de football du continent africain. Mais ce n'est qu'en 2014 que la dite compétition est connue de manière officielle par la FIFA. Cette 8e édition se jouera au Kenya. Les éliminatoires ont débuté les 22-24 septembre et 6 octobre 2023 pour ce qui est du premier tour. Le deuxième tour se jouera en décembre, les 15-17 pour l'aller et les 22-24 pour le retour. Le troisième tour, quant à lui, se jouera les 8 et 10 mars 2024 pour les matchs allés et les matchs retour les 15 et 17 mars de la même année. L'identité des 46 nations qui vont disputer les éliminatoires du CHAN dans les 6 zones de développement de l'instance de football en Afrique sont notamment connues. Le Kenya, déjà choisi le 27 septembre 2023 pour abriter la CAN 2027 conjointement avec l'Ouganda et la Tanzanie,
abritera également le CHAN 2024. Après la sélection sénégalaise de football des joueurs locaux, quel sera le pays vainqueur en 2024? L'implantation d'un logiciel de gestion et de maintenance des équipements hospitaliers au Cameroun était le sujet au centre de l'audience accordée par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi à son homologue Johannes Bokman, directeur de l'hôpital Ingénierie GmbH, hier 10 octobre 2023 à Yaoundé. Manaouda Malachi et son hôte ont échangé sur l'éventualité du financement de l'implantation d'un logiciel de gestion et de maintenance des équipements hospitaliers dans les formations sanitaires du pays. Le ministre de la Santé publique a au préalable présenté les besoins des formations sanitaires camerounaises avant de rappeler les différentes dispositions réglementaires en la matière dans le cadre du partenariat public et privé. Un projet qui fera néanmoins l'objet d'un examen adéquat par les services techniques et compétents. L'hôpital Ingénierie GmbH a pour activité principale de développer les établissements des formations sanitaires, de fournir des équipements aux hôpitaux et de former les médecins et aides-soignants. $53 cartons of unstamped liquors fell into the clutches of Limbe Customs at the Katara checkpoint in the southwest region on Monday, October 9, 2023. According to Customs, the booty consisted of 276 unstamped bottles of different types of whiskey and 3,600 unstamped sachets of the Tombo brand whiskey coming from Nigeria. Contrary to the Cameroon's production norm, which requires that liquor and spirits must be sold in bottles with packaging that can be stamped. A possible cause of smuggled whiskey in Cameroon is the high taxes and tariffs imposed on imported alcoholic drinks, which makes them more expensive than locally produced ones. This has created a demand for cheaper imported alcoholic drinks, which are often smuggled into the country through illegal channels. However, many do not consider the negative consequences of this activity on the economy and safety of human life. Smuggled whiskey is often of low quality and can be harmful to human health due to lack of regulation and quality control. Most of them contain ingredients like methanol, unfit for human consumption, which are therefore very harmful to the organism. The Cameroon's Medical Council reported about 3/4 of the 7,500 deaths from liver problems in Cameroon in 2020 were due to the consumption of fake alcohol. Additionally, this activity causes a drain in the economy, as Nigerians who are the suppliers of this smuggled whiskey get richer. It equally creates an uneven playing field for local whiskey producers who may not be able to compete with the cheaper smuggled whiskey. It is important to increase public awareness and education on the dangers of consuming smuggled whiskey, which could also help to reduce demand for it. Le ministre en fonction de l'administration territoriale Paula Tangandji a adressé une mise en garde aux conducteurs des mototaxis le 26 septembre 2023. Au cours d'une réunion tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé avec les membres des syndicats des conducteurs de mototaxi, le gouverneur de la région du centre, le préfet du département du Fundi et les 7 sous-préfets de la ville de Yaoundé, le ministre a tenu à spécifier les actes régulant l'activité de mototaxi au Cameroun et dans la ville de Yaoundé en particulier. Une rencontre portée sur la nécessité du maintien et la préservation de l'ordre public. Les mototaxis sont en partie responsables des poches d'insécurité qui se multiplient dans le pays. Selon un bilan enregistré par les autorités à travers le pays, les chiffres sont alarmants. Entre le mois d'août et le mois de septembre 2023, plus de 700 agressions, 20 cas de viol, environ 110 cas de détournement d'itinéraire et également un taux important d'accidents estimé à 930 cas. Les conducteurs de mototaxi ou encore bensikineurs sont chargés de transporter les personnes et les biens dans les villes et les villages du pays. D'après les réformes adoptées, les conducteurs de mototaxi devraient désormais posséder une carte nationale d'identité, des pièces d'identité de la moto, un permis de conduire et devront également arborer un choisible numéroté. Ont rappelé les services du ministère de l'administration territoriale. La problématique des mototaxis et la régulation de ce secteur d'activité
Non loin d'être nouvelle, depuis l'intrusion de ces engins à 2 roues dans le secteur des transports urbains au Cameroun, en faveur au marasme économique dans les années 1990. Le ministre de l'administration territoriale a donc donné aux acteurs de ce secteur d'activité un délai allant jusqu'au 30 octobre pour toute conformation liée au secteur d'activité. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. 12 mois et 9 jours, c'est exactement le temps que le plus jeune président au monde, le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà mis au pouvoir. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré annonçait la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso. L'objectif du capitaine Ibrahim Traoré étant celui de mettre personnellement fin au phénomène d'insécurité qui sévit depuis des années au Burkina Faso, ces maîtres mots sont ceux de Thomas Sankara. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si nous avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre? Non. Une défense populaire généralisée, une mobilisation patriotique, un développement endogène sont là les solutions qu'il propose pour la souveraineté des Burkinabés. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Rappelons que c'est en 2010 que le capitaine Ibrahim Traoré intègre l'armée, précisément dans une école de formation d'officiers basée à Pau, l'Académie militaire Georges Namoineau, au sein de laquelle il avait suivi sa formation. Il achève cette formation militaire en tant que vice-major de sa promotion. Successivement, il passe sous-lieutenant en 2012, lieutenant en 2014, puis capitaine en 2020. En mars 2022, par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya. Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bandouki au Burkina Faso. Il a fait ses études au lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso, où il a obtenu le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Joseph Kizerbo de Ouagadougou où, durant ses études, il était militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina. Despite its low contribution to greenhouse gas emissions,
Africa remains the most vulnerable continent to climate change. The continent has low adaptive capacity and faced with a number of interlinked challenges, making it exposed to damaging climate risk because of high rates of poverty, financial and technological constraints, as well as a heavy reliance on rain-fed agriculture. Déjà, le changement climatique est l'ensemble des variations de température et des conditions météorologiques en un lieu donné sur le long terme. Maintenant, parlons d'idéologie africaine du changement climatique. Je dirais à ce niveau qu'il n'y a pas d'idéologie standardisée ou institutionnalisée du changement climatique. Mais il y a plutôt des avis personnels et individuels sur la question. D'aucuns diront que le changement climatique est un épiphénomène occidental important en Afrique. Ça, c'est la conception la plus vulgaire et mondaine de la chose. Mais il conviendrait déjà à cet effet que les gens sachent que la question du changement climatique concerne tout le monde. Nous sommes tous des pollueurs nés. À cet effet, il conviendrait que nous menions des actions qui puissent mettre moins de pression sur notre environnement, que nos activités génèrent moins d'impact et moins d'incidence sur l'environnement. Déjà, l'Afrique, au niveau, si je peux dire, gouvernemental, mène des actions dans la lutte contre le changement climatique. À cet effet, nos gouvernements et nos États mettent sur pied des normes et des législations. Comme au Cameroun, nous avons la loi cadre de 96/12 du 5 août 1996 sur la gestion de l'environnement au Cameroun, qui énonce un certain nombre de pratiques usuelles qui doivent être implémentées quant à la gestion de l'environnement et tout ce qui va avec. Et elle encourage à cet effet aussi les actions privées dans une fonction d'assistance, de capacitation et de renforcement de l'action publique. Donc, à cet effet, tout en respectant la législation en vigueur, tout le monde peut mener des actions qui contribuent à préserver, à protéger notre environnement. Preserving our forests means preserving our nature. How can we analyze the fact that those who say they are fighting deforestation are exploiting the wood that comes from Africa? Je vais dire que les Occidentaux déjà sont restés dans la logique des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses qui caractérisaient la période allant de Seconde Guerre mondiale 1945-1973, où tout était basé sur la recherche effrénée du gain, le capitalisme, le développement industriel et tout ce qui va avec. Du coup, le discours économique à leur niveau prône sur le discours environnemental, peu importe tous les colloques qu'on peut faire, les séminaires et autres. C'est ça qui est la vérité en fait. Donc du coup, on ne risque pas de sitôt de les voir arrêter d'utiliser notre bois, mais la question qu'on peut aussi se poser outre mesure, c'est de savoir, nous, pourquoi est-ce que nous continuons à les laisser exploiter notre bois? En d'autres termes aussi, sommes-nous juste les gardiens de ce bois? In order to compensate financially with what we have lost by preserving the forest, experts have been put in place. Déjà à ce niveau, je dirais qu'en Afrique, nous avons la COMIFAC, ou en d'autres termes, la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est en charge de la gestion durable des forêts des bassins du Congo et de la préservation des écosystèmes qui en dépendent et qui vivent des produits forestiers. Donc, ils ont à la charge effectivement de s'occuper de tout ce qui concerne les questions relatives aux forêts. Néanmoins, aussi dans la résolution 54/214 de l'Assemblée générale des Nations unies du 1er février 2000, les Nations unies encouragent la communauté internationale et les invitent à financer, à apporter un soutien matériel et technique
à la Commission. Donc, dans cet ordre d'idées, on pourrait déjà dire que la Commission, en effet, dispose d'un appareillage technique pour pouvoir mesurer cette compensation s'il fallait en faire, ou faire un audit s'il fallait en faire. Et aussi, pour soutenir son action, en novembre 2010, elle a adopté des lignes directrices quant à la participation des populations autochtones et des ONG dans la gestion durable des forêts. Elle reconnaît le rôle et l'action des ONG sur le terrain comme partie prenante de la gestion durable des forêts. All those seem not to be anthropogenic, but part of a natural cycle. Climate skeptics contradict the scientific consensus on climate change, including the extent to which it is caused by human actions. But however, climate change seems to have occurred very rapidly in our era compared to earlier periods. Therefore, it cannot be denied that our human activities have greatly contributed to this change, as said by Lyacinthe Talla. Les climato-sceptiques se basent sur un nombre de phénomènes historiques, proto-historiques et préhistoriques pour fonder, sur lesquels ils fondent leur thèse, autant pour moi. À savoir notamment avec les grandes périodes de variation climatique qu'il y a eu dans notre histoire, à savoir, premièrement, on a eu le Paléocène, où, à cause d'une intense activité volcanique qui faisait fondre les hydrates de méthane, ce méthane était donc répandu dans l'air et réchauffait l'atmosphère. À un point, on atteint des pics de 5 degrés de température, 5 degrés Celsius de température globale terrestre, ce qui est énorme. Ensuite, on a eu la deuxième période avec l'Éocène, où on atteint des pics de 7 à 10 degrés Celsius. Ça, ce sont les grandes périodes de réchauffement intense. Maintenant, on a eu les périodes de refroidissement, où on a l'Oligocène, où il y a eu des chutes graves et brutales de température, avec une extinction massive des espèces. Et ensuite, maintenant, on a donc eu la période qui suivait, qui est l'Holocène. C'est la période glaciaire la plus récente, qui date environ de, je crois, 115 000 ans environ de notre ère, qui vraiment était une période glaciaire globale. Toute la planète entière était concernée, était vraiment froide, très froide. Très froide. C'est après cela que la Terre a commencé à se réchauffer peu à peu. Bon, là, on parle de milliers d'années. Au moins, ça ne s'est pas passé en une journée. Donc, c'est au vu de tous ces aspects. Et déjà, les grandes périodes de changement climatique que j'ai citées ne sont pas les seules. J'ai juste pris quelques exemples. Donc, c'est au vu de ces périodes qu'ils se disent, mais tiens, la Terre, sur son schéma normal, son cycle naturel de variation de température, d'où ils n'accordent aucun crédit au fait que ce soit les activités humaines qui soient à l'origine de ce changement climatique. Mais qu'à cela ne tienne, que leur théorie soit fondée ou pas, du fait que nous sommes des humains et que cela se passe à notre ère, si l'on peut un temps soit peu influencer la hausse des températures en la remenant plus bas ou en la maintenant à un niveau stable et vivable, il incombe de notre devoir de le faire. Educating our children on eco-gestures is one of the measures ought to be adopted as an eco-citizen by applying environmental protection principles. Nous avons mis sur pied un groupe de jeunes professionnels de l'environnement et moi, nous avons mis sur pied une initiative qu'on a baptisée Global Insight, qui fait à vocation environnementale, qui fait dans l'éducation environnementale. Parce que la base, comme nous l'avons constaté au Cameroun et dans nos sociétés, c'est l'éducation. Les populations manquent d'éducation environnementale, d'une éducation éco-citoyenne. Cette éducation vise à leur inculquer des rudiments sur les gestes, sur les éco-gestes à adopter au quotidien. Rappelons ainsi que les éco-gestes sont des gestes qui visent à réduire la pression sur l'environnement au quotidien.
il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes 23 millions de Camerounais environ. Donc si nous tous, nous mettons la main à la pâte, on se retrouvera en train d'avoir des effets, des conséquences positives colossales en matière de protection de l'environnement. Et il faut bien commencer quelque part. Nous-mêmes, avant d'être là où nous sommes là, on passe d'abord par la maternelle. Ensuite, le primaire, le secondaire et les études supérieures. Il faut bien commencer quelque part. Inculquons-leur d'abord cette éducation environnementale pour qu'ils puissent adopter des comportements éco-responsables. Ensuite, la conscience de l'éco-citoyenneté sera suscitée. Tout ce qu'on enseigne à un certain moment donné devient en nous, ou crée en nous un processus et des mécanismes automatiques qui nous poussent à réagir selon notre formation, notre éducation de base. Preserving our environment and making it a safe place to live. The responsibility for fighting climate change today must depend on each and everyone. Everyone has to fight at his or her level to work on this. It should not be the role of the state alone, as everyone suffers from the consequences. Likewise, there is no small gesture when we are 23 million Cameroonians.